Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards croisés. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Doumézel. Donc Vincent, bienvenue. On se connaît par une connaissance commune, une personne qui m'est très précieuse. Et je suis bien contente voilà, de te recevoir. Et je crois Merci savoir qu'on beaucoup. a un petit point commun qui est la préservation du vivant. Pas forcément par la même entrée, mais je vais déjà te laisser te présenter en premier lieu. Qui es-tu, Vincent? Merci de ton accueil dans ce podcast. Je suis Vincent Doumézel, donc je suis conseiller aux Nations Unies sur les océans et spécialiste des algues et du plancton. Donc, alors spécialiste, je suis pas scientifique, hein, je porte des messages et je porte des sujets, on va dire, notamment les algues et le plancton. Et donc auteur et écrivain aussi de plusieurs livres, La Révolution des algues, qui a été adapté en BD, en livre pour enfants, et puis le Manifeste du plancton plus récemment. Et voilà. Et je dirige au sein des Nations Unies la coalition mondiale des acteurs des algues, donc qui regroupe les 2000 sociétés productrices ou transformatrices ou qui essaient de mener cette révolution des algues pour les générations à venir. Ah ouais, c'est un sujet très, très pointu. Et comment tu es arrivé à ce sujet-là? Qu'est-ce qui t'a appelé En à fait, t'intéresser à ça? j'ai commencé ma carrière en Afrique. J'ai découvert la faim dans le monde. J'avais 20 ans et ça a été un traumatisme pour moi de voir le vrai visage de la faim dans le monde, à quoi ça ressemblait, de voir ces enfants qui mouraient. Et j'ai décidé de passer ma carrière à essayer de trouver des solutions et j'ai passé 20 ans dans les systèmes alimentaires à travers le monde, à voyager à travers le monde pour des grandes sociétés pour améliorer la conformité de ces chaînes de valeur, le côté environnemental. Et en fait, au bout de 20 ans, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de solution, que ces systèmes alimentaires, non seulement ils laissaient de côté 1 milliard de personnes qui mourraient de faim, hein, c'est quand même, faut le rappeler, on a 600 millions de personnes aujourd'hui qui meurent de faim, c'est pas rien. Et en plus, c'est devenu les plus gros contributeurs au changement climatique, à la perte de biodiversité, aux injustices sociales, à l'appauvrissement des sols, etc. Et dans le même temps, on a cette équation impossible, puisque tous les jours, on a 300 000 personnes à nourrir en plus sur Terre, et que vu les changements alimentaires actuels, dans les 50 ans à venir, il faudra produire autant de nourriture pour nourrir la planète qu'on l'a fait depuis 12 000 ans en tant qu'être humain. C'est absolument impossible, puisque aujourd'hui, les rendements des grandes céréales baissent. Les terres arables diminuent puisque les villes grandissent, puisqu'on a 300 000 personnes à nourrir et à loger en plus par jour. Voilà, en fait, ce qui m'a éveillé, on va dire, à la solution évidente que celle des algues et de l'océan, c'est qu'en fait, quand j'ai réalisé que 70% de notre planète était couverte par des océans qui contribuent à moins de 2% de notre alimentation, et de nos ressources en général, hein, pas seulement, parce qu'on fait bien plus que de l'alimentaire avec des algues et du plancton. Et donc voilà, qu'on avait cette espèce de... En fait, j'ai réalisé qu'on avait, il y a 12 000 ans, on était devenus des hommes modernes, des sortis de la préhistoire, quand on a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs et qu'on est devenus des cultivateurs. Mais ce chemin-là, on l'a pas fait dans l'océan. On l'a fait, et pourtant l'océan, c'est la matrice de la vie sur Terre, c'est là où tout est né. Sur les 4 milliards d'années d'évolution et de vie sur Terre, cette fantastique histoire qu'est la vie sur Terre, il y en a 90% qui se passe uniquement dans l'océan. Donc la vie sur Terre, c'est un épiphénomène extrêmement récent, la vie sur les continents, je veux dire, et qui va peut-être disparaître, hein. Il y a plein d'animaux qui sont partis dans les océans, les baleines, les dauphins, ils ont migré sur la Terre. Il y a les hippopotames qui sont un peu restés entre les deux, et les baleines et les dauphins sont revenus dans l'océan après avoir vécu quelques millions d'années sur Terre. Donc c'est pas définitif, on va peut-être retourner dans l'océan, mais il y a un côté matrice initiale et aujourd'hui, si on veut résoudre mon point de vue, c'est que si on veut nourrir le monde, donc pour revenir à ta question initiale, désolé, j'ai un peu Oh, digressé, vas-y, c'est passionnant. mais aussi résoudre les grands problèmes de l'humanité et redonner de l'espoir aux enfants. Moi, j'ai 3 enfants aujourd'hui et j'en ai peu plus de leur dire que le monde va de plus en plus mal, ce qui est faux d'ailleurs, hein, on pourrait y revenir. C'est complètement faux. Il va de mieux en mieux et de très très nettement. Et en tout cas, j'en ai assez de leur dire qu'il va de plus en plus mal ou qu'on va dans le mur. Moi, j'ai envie de leur apporter des solutions. Je pense que les prochaines générations, il faut les nourrir avec des espoirs et des solutions et pas des drames et des peurs. Et les algues ou le plancton, qui sont des sujets complètement inexplorés dont on ne connaît rien de rien, mais c'est incroyable à ce niveau, bah, c'est des magnifiques solutions non technologiques pour l'avenir, pour permettre à cette prochaine génération d'être la première sur Terre qui saura nourrir le monde intégralement. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on pourra nourrir toute la planète si on apprend à cultiver les océans, tout en
réparant la biodiversité, en amoindrissant le changement climatique et en amoindrissant aussi les injustices sociales et la pauvreté dans le monde. Donc moi, c'est ce que voilà, c'est mon sujet, c'est mon projet et c'est mon projet. Et donc, c'est ce pourquoi je me bats en tout cas, et on se bat, on est plusieurs, et c'est un très bon projet puisque les algues et le plancton sont une solution multifacette qui peut réparer plein de problèmes. Waouh! Alors là, c'est un beau manifeste et j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai un milliard de questions, du coup, forcément, qui me viennent. Déjà, Bah oui. c'est le retour finalement à la vie initiale. C'est remettre l'homme à l'endroit où il est né, finalement, le faire regarder à l'origine de sa vie, retrouver peut-être de quoi se nourrir à l'endroit où il est né. Après, j'aime bien aussi quand tu parles de la sédentarité, qu'on est devenu après cultivateur. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. À quel moment on n'a plus suivi les rythmes de la nature et on a commencé à essayer d'apprivoiser quelque chose qui n'est pas apprivoisable, qui est la nature. Et finalement, c'est porter un regard sur les océans. Et est-ce que c'est possible? Du coup, ma question, c'est aujourd'hui, on est dans une société terrienne, pour le coup, comme tu dis, pas tournée vers les océans. Euh, Comment est-ce qu'on peut intéresser les personnes à aller vers un milieu vers lequel ils ne vont pas forcément pour se nourrir? Comment tu procèdes? Alors, déjà, il faut porter le message, parce que les algues, on va penser aux sushis, on va penser aux algues un peu dégueulasses dans lesquelles on marche, dans lesquelles on a, les qui nous envahissent, hein, les sargasses, les algues vertes, et c'est très loin de ça, les algues. Les algues, ça va être une solution alimentaire, ça va être avec des bienfaits santé exceptionnels. Au Japon, donc moi j'ai découvert les algues au Japon en voyageant, 10% des plats contiennent des algues, ils en mangent tous les jours, c'est le pays qui vit le plus vieux, ils ont 40 fois moins de cancers qu'en Europe. Ils ont pas d'obésité, pas de diabète. Donc, alors il y a plein de facteurs évidemment, mais les algues sont partie intégrante de cet état de santé. Donc c'est des bienfaits santé exceptionnels. Ça va nourrir les hommes avec plein de bénéfices. Ça va être délicieux parce qu'en fait il faut apprendre à les aimer. C'est comme les pommes de terre hein, ou les fèves de cacao. Si vous les mangez crues, c'est pas bon. Pas toutes en tout cas. Mais une fois cuisinées, c'est délicieux. Des frites ou du chocolat, on aime bien. Alors les algues, c'est pareil. Il faut apprendre à les cuisiner. Et ça, c'est le message qu'on veut porter. C'est délicieux. Et tous les grands chefs aujourd'hui portent ce message. Et ça, c'est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le goût des algues, c'est l'umami, c'est la cinquième saveur. On a sucré, salé, acide, amer. On a l'umami aussi, qui est le goût du lait maternel. On revient à la matrice là encore, et on l'a perdu, on ne le connaît pas, et c'est pour ça qu'on n'aime pas, parce qu'on le connaît pas. En fait, alors que c'est délicieux, et que voilà, ça veut dire goût délicieux en japonais, Alors l'umami. attends, Et c'est c'est génial ce que tu dis. Et là, je salue toutes les orthophonistes. Je fais un point. Je ne savais pas du tout. L'umami est ce qui déclenche le réflexe de déglutition de manière le plus naturelle. Et les orthophonistes s'en servent pour éduquer. Alors, si vous avez perdu l'odorat ou le goût pendant le Covid, chers auditeurs, on vous a peut-être conseillé de prendre des du lait algues. de soja. Et oui, et ben tu viens. Et qu'est-ce que c'est que la déglutition? C'est justement un réflexe primaire qui va permettre de s'alimenter. Et je te fais le lien avec ce que tu viens de me dire par rapport à comment est-ce qu'on s'alimente et comment est-ce qu'on s'écoute et retrouver cette saveur. Alors pour le coup, tu viens d'apporter un point encore, de l'eau à mon moulin et de l'eau à ton moulin. Pourquoi est-ce qu'on doit lier les algues à l'être originel, on va dire humain, au corps humain? Parce que pour s'alimenter, pour vivre, on a besoin de ça. C'est énorme ce que tu viens de sortir. Je suis hyper. Et en fait, pour tout, en fait, les algues bronzent au soleil, notre peau descend des algues. C'est pour ça que dans tous les produits de beauté, il y aura des algues, dans tous les médicaments, il y aura plein d'algues, la léginate, enfin bon. Donc elles vont nourrir les hommes, pour revenir sur mon sujet, de façon très bonne. Nutritionnellement, c'est des bombes nutritionnelles. Elles vont nourrir les animaux, qu'elles maintiendront en bonne santé aussi, avec des effets incroyables. Par exemple, il y a une algue qui coupe les émissions de méthane chez les animaux. Alors, enfin, les pets des vaches, les fameux pets et les rots des vaches, pour être exact. Ça paraît anecdotique. Si on donnait 40 grammes de cette algue à toutes les vaches du monde, 40 grammes, c'est pas énorme, hein, c'est un petit sachet comme ça, l'équivalent en termes d'impact sur le climat serait équivalent à supprimer toutes les voitures et tous les camions du jour au lendemain. Donc on parle pas d'un petit sujet quand même en termes d'impact climat, c'est énorme. Et ça va améliorer le bien-être animal, ça va améliorer on aura moins besoin d'antibiotiques, etc.
Elles vont remplacer les fertilisants, elles vont renforcer la résistance des plantes. Depuis des siècles, en Bretagne et ailleurs, on amende nos champs avec des algues et ça rend les champs plus fertiles et les plantes plus résistantes, donc moins de produits chimiques à mettre dessus. Elles vont remplacer, j'ai ici un produit que je peux te montrer qui est magnifique, par exemple, voilà. J'ai un sac en algues, là, ça c'est de l'algue, et ça c'est une bulle d'huile d'olive en algues, donc je vais pas le faire là parce que j'en ai plus beaucoup, mais en fait, cette bulle d'olive, tu peux la manger. Tu vois, cette bulle d'huile d'olive. En fait, le packaging est comestible. C'est de l'algue, donc tu le manges et hop, tu manges l'huile d'olive et l'algue en même temps. T'as plein de choses qui vont être possibles. Tu vas avoir, ça va évidemment remplacer plein de matériaux non durables. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai? Oui, par exemple, le coton. Le coton, très mauvais. 2% des champs dans le monde, c'est du coton. 25% des pesticides, 10% des herbicides. Donc pourquoi faire des algues? Bah, ça va être bien. On va avoir ici, par exemple, un t-shirt fait 4000 litres d'eau. Ce t-shirt-là, en algues, il y a 0 litre d'eau, pas de pesticides, pas d'herbicides, Ok. rien du tout. Et alors, du coup, tu vas faire quoi? Tu vas faire aussi des tampons. Voilà, un tampon en algues ici. C'est pas une super bonne idée de mettre un truc qui est chargé d'herbicides et de pesticides dans la partie la plus sensible et absorbante du corps. Donc voilà, il y a plein de solutions comme ça qui vont naître. On a aussi des solutions qui vont surtout réparer la biodiversité. Les algues, c'est le plus grand, les algues et le plancton, hein, c'est vraiment le plus grand repère de vie dans le monde. C'est là que toute la vie se tient. Donc plus tu plantes des algues, plus tu répares le vivant. Les algues vont aussi absorber du carbone. Les algues, elles peuvent pousser de 40 centimètres par jour pour atteindre 60 mètres de haut, certaines d'entre elles. Donc elles poussent très très vite, donc elles absorbent beaucoup de carbone qu'elles envoient au fond des océans. Donc elles inversent le changement climatique. Il y a une algue qui a proliféré il y a 50 millions d'années. Elle a fait baisser la température sur Terre de 20 degrés et créer le climat qu'on a aujourd'hui. Et enfin, parce qu'on ne fait pas de révolution sans réparer et combattre l'injustice sociale, surtout en France, elles vont apporter des sources de revenus et d'emplois aux populations côtières, là où les ressources de la pêche aujourd'hui disparaissent, et elles vont le faire de manière extrêmement inclusive. À Zanzibar, où j'étais récemment, les algues, les femmes étaient enfermées chez elles jusqu'à il y a 30 ans, elles n'avaient pas le droit de sortir, c'était un peuple patriarcal, musulman, traditionnel, donc elles devaient demander l'autorisation à leur mari pour sortir de chez elles. Elles ont été obligées, parce que les pêches des maris diminuaient, de cultiver les algues. Aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, les algues sont la troisième ressource de l'île de Zanzibar. Les femmes continuent d'obtenir 80% de ces ressources pour elles. Elles ont construit des écoles pour leurs filles. Elles ont accès à l'éducation. Elles peuvent sortir quand elles veulent. Elles sont complètement libres. On le voit partout dans la rue, sur les marchés, ce qui n'existait pas. Et la présidente de la Tanzanie, auquel appartient Zanzibar, c'est une femme de Zanzibar. Ce qui aurait été impensable il y a 30 ans, puisque Zanzibar est un peu une enclave musulmane au sein de la Tanzanie. Donc voilà, donc il y a et on pourrait raconter la même histoire sur le Mozambique ou sur le Madagascar ou sur l'Indonésie avec un bienfait à beaucoup d'égards. Donc voilà, donc c'est une solution multifacette et on peut faire plein de choses. Le truc c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des algues? Presque tout. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? Presque rien. Et est-ce que, alors moi c'est le côté un peu sociologue qui va parler, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet pervers? Là, dans tout ce que tu dis, c'est merveilleux, mais des t-shirts, du packaging, machin. Est-ce que c'est pas quand même de la poudre aux yeux? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt apprendre à se passer de ce genre de choses? Parce que finalement, quelque chose de merveilleux qui peut être une solution à tout, est-ce qu'on va pas en venir à justement surexploiter des océans, surexploiter des personnes, surexploiter voilà, c'est tout le côté. Alors je vais faire un parallèle peut-être un peu malheureux, hein, mais quand justement il y avait la Première Guerre mondiale, que tous les hommes sont partis faire la guerre, que les femmes sont sorties justement pour aller travailler dans les usines, ça a permis aussi l'émancipation des femmes. Mais quand même, le point de départ, c'était qu'il y avait quand même une guerre. Euh, donc qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui va te dire oui, mais est-ce qu'on peut pas voir ça comme une solution temporaire, le temps qu'on apprenne à se passer de tout ça? Alors, on va continuer de consommer des ressources. Nous sommes des êtres humains jusqu'à tant qu'on sera pas photosynthétique. Alors c'est une possibilité, hein, mais ça va prendre du temps. Tant qu'on ne sera pas des êtres photosynthétiques qui pourront se nourrir de l'énergie du soleil, on va continuer d'avoir besoin de s'habiller. Et encore une fois, on a 300 000 personnes en plus par jour qui mangent de plus en plus. Et on peut pas dire à tous les Indiens et les Chinois et les Africains qui naissent qu'ils ne doivent pas s'habiller et pas manger. Ça, c'est pas possible. Même si nous on arrête de le faire, même si on recycle tout, il y a beaucoup de gens. Enfin, c'est compliqué. Donc, il faudra une solution. Et surtout, déjà, la façon dont on le fait, l'impact est trop grand. Donc, en fait,
évidemment que les mesures de sobriété sont nécessaires. La solution n'invite pas à la surconsommation, loin s'en faut. C'est un prérequis à tout. Maintenant, il faut revoir notre façon de consommer. Et c'est surtout qu'il faut penser en cycle, en fait. C'est-à-dire que il y a deux réponses à ça. Déjà, il faut penser en cycle dans le sens où aujourd'hui, tous les nutriments se recyclent dans l'océan. Donc si on continue de détruire l'océan au lieu de le réparer, eh ben, ça marchera pas. Il n'y a pas plus de carbone aujourd'hui sur Terre qu'il y en avait il y a 200 ans ou il y a 100 000 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, le carbone, on l'a sorti de sous les océans et on l'a envoyé dans l'atmosphère. Il n'y a pas moins d'eau douce aujourd'hui qu'il y a 200 ans. L'eau douce, on l'a laissé s'évaporer parce qu'on a cassé le cycle avec des sols asséchés. Et aujourd'hui, elle fait quelques minutes dans l'atmosphère. Les nutriments, l'azote, le phosphate qui créent les chaînes ADN, elles sont parties dans le fond des océans. On les a perdus parce qu'on les a mis dans nos pesticides qui atteignent les cours d'eau, qui finissent dans le fond des... Donc on a cassé les cycles aujourd'hui. Et on pourrait parler de l'oxygène, c'est pareil. Donc l'océan, c'est la machine à recycler le vivant en fait. Donc tant qu'on n'aura pas compris que en fait, je pense que parler de développement durable, c'est déjà fini, c'est trop tard en fait. Le durable, on va pas parler de durable s'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital avec 50% de ses fonctions vitales détruites, on va faire, oh, on va le faire durer. Non, on va le réparer, on va le régénérer ou on le laisse mourir, mais on va pas le réparer, on va pas le faire durer. Bah là, c'est pareil la planète en fait. Donc il faut parler de régénératif. Et pourquoi les algues? Alors évidemment, et moi, la deuxième partie de ta question, je l'aime beaucoup et je l'ai à chaque fois cette question et ça me plaît. Quand je vais dans des écoles et j'y vais beaucoup parce que c'est là que se pose le changement, les enfants, mais même de 12-13 ans, ils me disent oui, mais comment on peut être sûr qu'on va pas faire les mêmes erreurs avec les algues qu'on a fait sur Terre? Et cette question-là, je l'adore. Et moi, j'aurais eu 12-13 ans, je leur ai pas posé la question. Donc déjà, je me dis qu'il y a quelque chose qui a changé. Et il y a un truc qui rentre dans leur tête et que nous, on n'avait pas. Et ça, c'est super important et ça m'apporte beaucoup d'espoir. Parce que finalement, la question, c'est pas qu'est-ce qu'on va cultiver, la question, c'est comment on va le cultiver. Et là, on a une ressource qui est neuve, qui est nouvelle. Aujourd'hui, si tu débarques et que tu dis, alors le blé, là, c'est n'importe quoi ce que vous faites, hein, on va tout changer. Bah, bon courage. Déjà, il y aura des lobbies, il y aura des intérêts financiers, il y aura des intérêts sociaux et éthiques, dans le sens où tu nourris 5 milliards de personnes. Si tu te rates, tu veux changer la filière du blé, bah, si tu te rates, tu vas en avoir 3 milliards qui vont mourir de faim. C'est chaud. Les algues, c'est une feuille blanche. Moi, je leur dis, hein, les jeunes, allez-y. C'est à vous de le faire maintenant, là. C'est dessinez ce que vous voulez. Vous n'avez pas de lobby, vous n'avez pas de résistance, vous n'avez rien. Il y a rien. Alors, ça existe déjà en Asie, hein, c'est pas un concept, hein. Il y a 40 millions de tonnes d'algues qui sont cultivées et produites et qui nourrissent 1 milliard de personnes en Asie. Donc, c'est pas les insectes, hein, on n'est pas sur un truc. Mais en Europe, en Amérique, en Afrique, c'est une feuille blanche. Tout est à écrire. Si vous déconnez et que vous faites n'importe quoi, vous n'aurez pas à dire ouais, non, mais c'est les générations d'avant, ce sera vous. C'est votre feuille blanche, écrivez ce que vous voulez. C'est ça qui est super intéressant en fait. C'est que c'est une feuille. Et pour parler du potentiel, aujourd'hui on a 66 millions de kilomètres carrés cultivables sur Terre au niveau des algues. On en cultive 2000. 2000 sur 66 millions de kilomètres carrés. Donc avant qu'on surexploite, bon courage. Surtout que pour l'instant on ne sait pas du tout comment cultiver des algues, hein, en gros. Enfin très mal. Et c'est le gros problème d'ailleurs. Non seulement on les consomme pas, mais on les fait pas pousser. Donc il y a ce retour à cette matrice initiale. En fait, on peut pas y avoir de solution pour la planète et pour le vivant sans ce qui est le berceau de tout, là où est née la vie il y a 4 milliards d'années, et ce qui est la condition à la vie. Et c'est-à-dire le vivant, c'est l'océan. Alors ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'idée de la page blanche parce que pour le coup, on a tout à écrire comme tu le dis. Reste à savoir comment l'écrire et justement ne pas l'écrire avec les travers parce que moi voilà tu me parles algues, je pense littoral, je pense loi littorale, je pense station balnéaire, je pense il y a quand même des lobbies derrière, il y a du tourisme, il y a tout ça avec l'ancien monde entre guillemets Non, qui se confronte au nouveau, non? ouais, mais il y a quasiment rien, non, il y a rien qui se fait aujourd'hui avec les algues. Vraiment, c'est dérisoire. La France produit 0,01% des productions d'algues dans le monde, alors que c'est le deuxième territoire maritime au monde. Parce que Donc, on fait rien. vas-y. Quelle que soit la solution, il y a des risques. Évidemment qu'on peut tout faire rater. Évidemment qu'on peut faire, mais l'intérêt, c'est qu'en fait, on n'aura pas de résistance et il y a quelque chose qui est à bâtir. Et moi, cette question, encore une fois, qu'elle soit posée dans des maternelles ou dans des collèges, ça me remplit d'espoir parce que je me dis qu'ils ont cette conscience que nous, on n'avait pas. Et je pense que c'est intéressant de regarder de ce côté-là du coup et de se pencher sur le sujet. Et moi, je vis en Bourgogne et je suis très fier d'avoir envoyé plein de jeunes de Bourgogne à étudier à Roscoff. Parce que je leur dis, si vous cherchez un sens à votre vie, regardez l'océan. On connaît rien, on connaît moins ce qui s'y passe que dans la Lune.
alors que c'est la source de tout. Il y a 10 ans, on est parti étudier les virus. Les virus, c'est de la base du vivant. Hein. C'est pas qu'un truc méchant, c'est ce qui a fait l'évolution. On est parti étudier les virus dans l'océan. On en connaissait 40. Aujourd'hui, on en connaît un demi-million en 10 ans. On a découvert 150 millions de nouveaux gènes dans l'océan depuis 10 ans. On connaît 10% des espèces dans l'océan. Tout est à faire. C'est une espèce de. Moi, je pense que le 20e siècle, il s'est caractérisé par une découverte du vivant sur Terre, le 19e siècle, pardon, avec Darwin, avec Haeckel, tous les grands scientifiques et les botanistes, et que le 21e siècle, ça va être celui de la découverte du vivant dans l'océan, en fait. On va enfin comprendre ce qui s'y passe. Et là, on va tout changer. Et là, ça ouvre un potentiel d'espoir et de solution qui est exceptionnel. Ah, t'as fait un parallèle aussi. Il y a aussi quand même eu, pendant le XXe siècle, la course à l'espace, aller chercher le vivant en dehors de la Terre. Et ce que j'aime bien dans ton discours, c'est finalement revenir à regarder, mais ce qu'on a déjà ici. Moi, la conquête lunaire, martienne, machin, pour moi, c'est un truc tellement obscur. Je prône, je prône ce qu'on appelle la résilience territoriale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a déjà ici. Et comme tu le dis, on a les océans. Donc l'enjeu, ce serait de faire arriver à ce que l'homme devienne un animal aquatique, ou du moins aquatique, pas dans le sens se faire des branchies et compagnie, mais à s'intéresser, à découvrir ce qui est déjà sous ses yeux et ce qui est déjà autour de lui. On est bien d'accord que c'est un peu cette démarche-là. Exactement. Alors juste pour l'aspect spatial, tu sais que l'océan est plus, enfin, des parties de l'océan, enfin, les parties de l'eau dans l'océan sont plus anciennes que notre système solaire. La Terre a été bombardée de météorites glacées pendant des milliards d'années, millions d'années, pardon, et des centaines de millions d'années, et qu'on crée les océans. Donc en fait, cet océan, il vient de l'espace, il est extraterrestre, et on ne sait pas comment la vie, cette cellule de vie, comment elle est arrivée au début sur la Terre. Hein. C'est Lucas, le Last Universal Common Ancestor, on l'appelle Lucas. C'est la première cellule de vie qui est apparue, qui a sorti, émergé de poussière d'étoiles qui s'est condensée, qu'on appelait la Terre. Et en fait, il est vraisemblable que Lucas, il arrive de l'espace, en fait, dans une météorite. Donc, en fait, la vie sur Terre, elle vient de l'espace. Ça, c'est intéressant. Alors, comment elle est née là-bas, on ne sait pas, mais elle vient de l'espace et elle est en train d'y retourner, en fait. Puisque aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que quand on va voir la NASA ou l'ESA, l'European Space Agency, ils emmènent des cyanobactéries, donc des planctons, dans l'espace, parce que c'est l'organisme le plus adaptable au monde, clairement, très, 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 très loin, et que ça recycle l'oxygène et que ça produit de la matière avec le carbone qu'on respire. Donc voilà, enfin bon, il y a tout un truc comme ça et tu dis qu'on est quand même un être bactérien essentiellement et que pour moi on est dans un monde bactérien en fait. On est une toute petite partie du monde bactérien qui a évolué depuis 4 milliards d'années et qui est là. Ça c'est la première chose. La deuxième partie, c'est en effet se rapprocher des océans et dessiner de façon plus pragmatique et pour nous demain. Donc déjà, que puis-je faire pour mettre en place cette révolution? Manger des algues. Déjà, courez dans les magasins bio, achetez des algues, apprenez à les cuisiner, et là, vous changez le monde. Parce que si personne ne les consomme, ça marchera jamais. Et c'est délicieux les algues. On peut en faire des salades, on peut en faire des condiments, on peut en faire enfin tout, des desserts, n'importe quoi. Il y a vraiment des recettes incroyables aux algues. Donc, on est tous des acteurs du changement. 3 fois par jour, on est des citoyens qui changeons le monde. On est des activistes environnementaux à chaque fois qu'on mange ou qu'on boit quelque chose. Parce qu'on dessine le monde de demain. Donc Et c'est mangeons des algues. Et évidemment, il faut des scientifiques qui aillent comprendre comment les cultiver de façon innovante, avec des permacultures marines. C'est-à-dire, on va pas voir que des algues, des huîtres, des moules, des concombres de mer, des poissons évidemment, des crustacés. Tout ça va se nourrir, s'auto-nourrir, et on va recréer des espaces de vie. Qu'aujourd'hui, on voit des fermes de saumon qui sont nourries avec du soja OGM, des fermes de saumon en Norvège, qui sont nourries avec du soja OGM, qui a déforesté l'Amazonie, qui vient du Brésil, donc à traverser la planète, alors que le saumon c'est 25% de protéines, et que à côté, le soja, pardon, c'est 25% de protéines, et qu'à côté de ces fermes de saumon en Norvège, il y a des algues rouges qui font 40% de protéines qui poussent, on se dit, mais apprenez à cultiver ces algues rouges, là, à côté, et enfin, il n'y aura pas de problème. Pourquoi vous apportez du saumon, du soja du Brésil, quoi? c'est génial d'avoir ton Hein. avis, justement, ton regard extérieur qui ouvre sur autre chose, une autre perspective que l'agriculture intensive, que même la viande, enfin tout ce qui est l'alimentation carnée. Tu parles tout à l'heure des vaches Bah, et les algues, compagnie. plancton, de toute façon, 70% de protéines dans le plancton, certains planctons, certaines microalgues. Donc on va avoir des choses incroyables sur le sujet. Et en effet,
ouais, le vivant vient des algues et il retournera, enfin vient de l'océan, et il retournera. De toute façon, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, ces algues rouges, on ne sait pas les cultiver. Et c'est pour ça que ça prendra du temps. Parce qu'il va falloir une génération entière. C'est-à-dire, moi, ces gens que j'envoie à Roscoff se faire former sur les algues, bah, faut qu'ils deviennent spécialistes. Ça va être 5 ans pour être formés. Ça va être 20 ans pour être spécialiste. Donc, c'est l'histoire d'une génération. Et nous, faut qu'on apprenne à les manger. Faut qu'on apprenne à les consommer. Faut qu'on apprenne à les comprendre. Et donc, c'est très, très long. Et en plus, il faut qu'on apprenne à les cultiver de manière intelligente, comprenne comment elles fonctionnent. Aujourd'hui, une algue, quand elle est attaquée par un bigorneau, elle a des techniques de défense qui sont extrêmement sophistiquées. Elle va être capable de d'émettre une toxine, mobiliser des bactéries autour d'elle, qui va dégoûter le bigorneau, et va prévenir la communauté en disant attention, bigorneau, là, on lâche les toxines, ils aiment pas cette toxine-là. Si le bigorneau il est vraiment affamé, il continue de les manger, elles vont faire OK, plan B, on lâche une autre enfin on mobilise d'autres bactéries qui vont appeler les prédateurs du bigorneau. Elles appellent dans l'océan les poissons et les crabes qui vont manger les bigorneaux. Il faut apprendre tout ça en fait, mais ça c'est un travail d'une génération. On a mis 12 000 ans à cultiver le maïs et le blé. Aujourd'hui en France, on a 70 chercheurs qui travaillent sur deux types de blé très similaires qu'on cultive depuis 12 000 ans. On a, on a 600 chercheurs, pardon. On a 600 chercheurs. Aujourd'hui, en France, on a 600 chercheurs qui travaillent sur deux types de blé très similaires qu'on cultive depuis 12 000 ans. Dans le même temps, on a 70 chercheurs seulement qui travaillent sur 12 000 types d'algues différentes qu'on a commencé à cultiver il y a 10 ans. Donc, le déficit de science, il est là. Il nous faut des scientifiques pour apprendre à cultiver durablement avec de la permaculture ces océans et à faire des espaces marins qui vont être ultra productifs. Il y avait une étude qui avait montré que 2% des océans en permaculture suffirait à nourrir 12 milliards de protéines 12 milliards de personnes en protéines sans aucun besoin de protéines végétales ou animales terrestres. Donc en fait, on l'a la solution. En effet, soyons tous véganes. En fait, avec des algues, c'est très bien. On peut tous se nourrir. Elles sont riches en protéines, elles sont riches en zinc, elles sont riches en iode, elles sont riches en fer. Et l'homme, un truc intéressant, l'homme est devenu un homme sapiens parce qu'il mangeait des algues. Aujourd'hui, on sait que les acides gras polyinsaturés qui ont permis à notre cerveau de muter pour devenir aussi gros par rapport à notre masse corporelle, elles viennent des algues. Pendant pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, les hommes mangeaient essentiellement des algues. On a perdu cette culture, et c'est intéressant, avec la naissance de l'agriculture au bord de la Méditerranée, qui est une très mauvaise eau pour les algues, une très mauvaise mer, fermée, polluée, chaude, etc. Pas brassée. Donc en fait, les populations mésopotamiennes et puis grecques et romaines ont appris l'agriculture, ont créé la culture, et partout où elles ont été après, elles ont effacé les algues de la civilisation. Les Vikings ont voyagé loin parce qu'ils emmenaient des algues sur leur bateau et que les algues sont riches en vitamine C, donc ils n'avaient pas le scorbut. Et donc après, les Latins sont arrivés, leur ont dit arrêtez avec vos sottises, là, vos algues, on va manger du blé. La plus grande ancienne trace d'algues, elle est en Amérique, elle a 15 000 ans. On sait que les Américains, les natifs américains, mangeaient des algues. En Australie, on mangeait des algues. Les Maoris en Nouvelle-Zélande mangeaient des algues. Et aujourd'hui, le seul pays qui a continué à manger des algues, c'est aussi le seul pays qui n'a pas été colonisé par l'Europe au 19e siècle, c'est le Japon. Et c'est pas un Ah, hasard. C'est donc pas un là, hasard, c'est une invasion culturelle des ressources terrestres. en tout cas, tu prêches une convaincue sur les effets néfastes de la sédentarité et de la colonisation et compagnie. Là, c'est un autre sujet et c'est passionnant, Vincent. On va être obligé de terminer cet épisode. Voilà, t'as été très vaste. J'espère que ça a pu parler à plein de monde. Donc, on te retrouve avec tes Pour ouvrages. tout savoir, la révolution. Voilà. Voilà, la version anglaise où la couverture est en algues. Donc c'est le premier livre de l'histoire où on peut vraiment dévorer le livre dans le sens propre du terme. Voilà. Alors, donc moi, la version que j'ai, parce que j'ai ton livre, mais je crois que je n'ai pas la version comestible, moi, hein. Moi, Ah non, t'as la version non en français, elle est pas alors, je comestible. vais C'est pas la me nourrir version de anglaise celle-là. seulement qui est. Ok. Donc, on te Ah, pas retrouve. encore. Du coup, tu navigues un petit peu dans le monde entier, justement. J'aime beaucoup le terme naviguer, pour justement prêcher la bonne parole. On te retrouve sur les réseaux aussi, sur Instagram, sur Facebook, me semble-t-il. The Seaweed Revolution. Voilà. Voilà, donc vous retrouverez les liens sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant, c'était très éclairant. J'ai encore plein de questions à te poser, mais on fera ça à un autre moment. Merci. Merci à toi et puis mange des algues et bienvenue dans cette révolution. Bienvenue dans la révolution. Ça tombe bien, c'est le moment de la révolution apparemment. On y va tous. C'est C'est l'heure de la révolution, voilà. l'heure de la Une révolution révolution. pacifiste et voilà, régénérative. C'est ça.
Et ben, à bientôt pour un autre épisode de Regard croisé. Et puis, ben, bonne révolution!